quand on regarde son profil LinkedIn, on pourrait croire à un profil d'entrepreneur classique. Passage par Sciences Po, serial entrepreneur, mais en fait non, ne vous y méprenez pas, ce profil n'a rien de classique. Déjà, il y a ses lunettes assez épaisses qui pourraient cacher un paquet de caméras, ça ne m'étonnerait pas. Ouais. Quand on regarde plus en détail le profil, on se rend compte qu'il manque une section études. Je ne sais pas si c'est un oubli ou si c'est un véritable autodidacte, on va creuser ça. Mais en fait, il n'est pas passé par Sciences Po, il est prof, il n'a jamais été étudiant. Et quand on regarde sa dernière XP, sa boîte ne porte pas un nom, mais un numéro, ce qui est un peu chelou. Il manque plein de trucs dans ce profil. Il y a une section hobby, par exemple, qui n'apparaît pas et qui pourtant prend pas mal de lignes. Il a été DJ, il a créé des tubes à ses heures perdues. On va reprendre les bases, creuser cette personnalité fascinante au parcours aussi varié qu'inspirant et comprendre les choses qui tournent, essayer de comprendre comment les choses tournent dans le cerveau. Ça va pas être facile, vous allez voir, mais on va essayer. Comment les choses tournent dans sa boîte 22 et capter quelques éléments qui vont nous aider à mieux comprendre les enjeux de l'IA. La computer vision. On va essayer de toucher du doigt l'énorme accélérateur que peut être l'IA pour chacune des entreprises. Merci d'attacher vos ceintures, le décollage est imminent. Salut William. Salut Jeff. Merci de passer ce moment. Content d'avoir un peu de temps. Ouais. On va évangéliser pas mal de choses. Tu vas nous expliquer quelques concepts et ton parcours. On va faire gaffe niveau timing. J'ai beaucoup de questions et je sais qu'on va être short. Toi, tu as 37 ans, oui. Tu es marié, oui. Tu as un enfant. Oui. J'aimerais bien comprendre, pas forcément toute l'histoire, mais juste le contexte dans lequel tu as grandi. Ok. J'ai grandi dans une famille équilibrée, les parents ensemble, un petit frère 2 ans de moins que moi, beaucoup plus geek et moi beaucoup à l'extérieur, dans une cité à Nanterre, au Pablo Picasso, c'est belle tour bleue derrière la Défense, et donc du coup un contexte plutôt challengeant, on va dire que je me suis confronté à la rue assez vite pour comprendre ses limites et comprendre que finalement tant que t'es pas devant le juge tout va bien, et de fil en aiguille j'ai rencontré des petits soucis sujets qui m'ont fait rebondir, à trouver des solutions. J'ai monté un magasin qui s'est transformé en belle entreprise, qui s'appelait Antiradar. J'ai évolué derrière chez une grande boîte que vous connaissez, qui est Coyote, etc., etc. On va en parler après. Mais le contexte est plutôt équilibré, philosophique, beaucoup de questions autour de moi, dans ma famille. Ils ne comprenaient pas pourquoi je partais en cacahuète comme ça et que j'allais titiller et tester les limites. Et puis j'étais un vrai leader, donc dans la délinquance, j'avais du monde derrière moi et ça me plaisait. Bon, en tout cas, tu t'es pas perdu. Non. T'aurais pu, t'es passé pas loin, j'imagine. Ouais, un petit peu. Ouais. Une certaine délinquance cadrée. Oui. Mais tu as dû garder quelques éléments de personnalité, d'anticonformisme qui, je suis sûr, l'échange qu'on va avoir va le laisser paraître. Nanterre, Antiradar. T'as oublié une étape liée à la musique, parce que ça fait pas anodin. Partie. Ouais, c'est vrai, ça fait partie de moi et j'en fais. Tu l'as jamais quitté. Non, ouais, c'est ça. Mais t'as failli en faire ton métier quand même, de la musique, ce qui est pas anodin. Et t'as failli percer, ou tu as percé, je sais pas. Selon certains, t'as percé. Pour d'autres, t'aurais pu aller beaucoup plus loin. Mais raconte-moi cette parenthèse musique. Yes, la parenthèse musique, c'est que depuis que j'ai 8-10 ans, j'écoute à fond Michael Jackson et tout un tas de choses. Dès que j'ai eu justement 10 ans, ma mère m'a offert une platine vinyle. J'ai commencé à mixer sur du Playa de la Clinique, tu vois, c'est à l'ancienne. Et ensuite, en fait, j'ai rencontré Dame, on s'est mis vachement à l'électro. Damien, qui est ton associé de toujours. Ouais, Damien Muliem, qui est mon meilleur ami et mon associé. Et on s'est mis à faire de la musique électronique, une fois que j'avais enregistré les EP de tout mon quartier, en rap, et j'en avais ma dose. Donc du coup, je me suis mis à être inspiré à mort par Daft Punk, Thomas Bangalter et compagnie. Et donc on s'est mis minimal électro à l'époque. Et je bossais en radio. J'étais chez Fun, j'étais stagiaire du coup un jour j'entends mais ils font chier ces Français, ils font de la musique électronique mais à chaque fois ils me font des paroles en anglais et moi j'ai le CSA qui veut 21% de quota français à l'antenne. Donc celui qui va faire une musique électro et qui va mettre juste un refrain en français, ça va être une tuerie. Du coup on enchaîne, moi je pars de là en mode oula attends c'est intéressant, il y a une opportunité là tu vois. On va en boîte, à l'époque c'était le Red Light, on prend une bouteille d'Absolute et puis on voit à côté de nous un peu de jeunesse bourge parisienne. Et en rentrant au studio la nuit, on était avec une copine qui avait une voix hyper jazzy et vraiment sympa. Et là, on commence à écrire un couplet. C'est pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne. C'est pour tous les quotas français que je parle pas anglais. Et du coup, elle commence à triper dessus. Nous, on fait un petit bed, un petit son, un petit truc. On fait des caisses et tout. Et ça commence à tourner, tu vois. Et du coup, le lendemain, je le présente à Fun Radio et je dis, regarde ce qu'on a fait. Et du coup, il dit, mais attends, c'est trop bien ce truc. On va le mettre sur
un autre bed un peu plus groovy parce que c'est un peu trop électro. On va l'agencer et de ça, et c'est devenu Disco Beach, c'est beau la bourgeoisie. Impressionnant. Ouais. Et ça t'a pas donné envie d'y rester dans cet univers-là? Non. Parce qu'une fois que tu as fait ça, tu avais le carnet d'adresse, tu comprenais, tu avais déjà un premier succès, qui accessoirement t'a fait gagner quand même pas mal d'argent, jeune. On n'a pas envie d'y rester dans cet univers-là quand on a touché à ça? C'était le moment où je voulais me construire, devenir un adulte. Et ce monde de la musique, j'y étais depuis quelques années pour mixer en soirée, au Rex, etc. Et j'étais pas fan du milieu alcool, drogue, nuit. Et je voulais vraiment bosser la journée et être quelqu'un d'équilibré. Et en fait, de faire ce son et de voir ce que ça générait comme revenu, il y a très très vite les très grosses maisons de disques qui sont venues à côté. Et donc du coup, il y a eu un départ de conflit avec Sony Music, etc. Donc on s'est recroquevillé avec Dame en disant, écoute, nous l'argent, on s'en fout, les intérêts, on s'en fout, on leur vend leur part là, de production et d'auteur. Et c'est pas grave. Et donc du coup, on a vendu, ça y a un autre nom d'ailleurs, c'est Kylian Mash, mon ami Rémi Fischer, qui a repris le nom avec Laurent Conrad et qui l'ont utilisé pendant longtemps et qui, ça a généré un vrai tube de l'été et plusieurs millions d'euros. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Disco Beach, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est, vous le trouverez assez rapidement. Et moi, je trouve pas que c'est une réussite parce que du coup, c'est pas trop l'image qu'on voulait véhiculer de 22, donc c'est pour ça qu'on a enlevé notre nom. Oui, là, t'es parti dans une mass market commerciale. C'est ça, alors que nous, on était plus underground, tu vois. Une deep, presque. Les vrais, quoi, tu vois. Bon, écoute, canon. Et comment t'arrives? Parce que Anti-Radar, ça va être un point de départ d'une vie plus équilibrée, plus normale, plus corporate aussi. Enfin, si c'était pas. Ouais, ok. Et comment tu arrives à ce sujet et à monter ton Anti-Radar, ton fonds de commerce comme ça? Je suis en bagnole, j'ai mon permis depuis 4 jours. Je me suis acheté une Citroën Saxo 1,5 litre diesel. Je bombarde sur les quais à Bougival parce que je vais à mon émission de radio libre. C'était Yveline Radio à l'époque. Et donc, du coup, je bombarde et je me fais arrêter par la police. Et le mec me dit 99 au lieu de 50. En plus, t'es en jeune permis. Mais là, tu repars à pied, mec. Et je dis, mais non, c'est pas possible, je viens de l'avoir le permis, tu peux pas me faire ça. Tout ça pour ça? Bah ouais, non, pas ça. Et puis en plus, moi, le permis, c'était la liberté, t'étais en banlieue, tu pouvais pas faire ça. Et on en a pas parlé, mais je fais de la moto depuis que je suis tout petit, de la moto cross, de la moto de piste, j'adore la bagnole. Donc, mais t'aurais pu percer aussi en moto, je crois d'ailleurs. Ouais, il y a eu des championnats de France et tout ça, mais ça, je pense que après c'est un choix, tu vois. C'est comme la radio, tu te dis, c'est bien d'être animateur radio ou c'est bien d'être pilote de moto, mais ça va pas beaucoup changer les lignes de l'humanité, tu vois. Donc du coup, je me suis mis à des défis. Mais t'as quand même un côté assez impressionnant d'aller au fond des choses, mais en mode quand tu fais de la moto, tu fais les championnats de France. Quand tu fais de la musique, même dans ton garage, ça devient un tube. On verra ce que tu fais avec l'IA, mais t'es flippant. Mais on en revient sur la partie anti-radar. T'as perdu ton permis à ce moment-là? Ouais, non, parce que le mec il me dit il y a la queue là, l'OPJ, moi je viens de commencer, il me dit donc écoute, je te réduis, moi je peux faire les amendes à 40 km/h, donc je me barre avec mon amende où je perds 4 points et un stage obligatoire à l'époque quand même. Je fais mon émission de radio libre. C'est pas loin de la cata quand même. Ouais, pas loin de la cata. Mon émission de radio libre, du coup, je prends le mort, là, ça m'énerve. Et donc, je convoque les fabricants d'avertisseurs de radar et de détecteurs de radar. Je fais ma petite émission dans les Yvelines. Ah, ok, pour te faire ton réseau et pour essayer de... En fait, au début, je savais pas que je voulais faire ça. Mais quand j'ai fait cette radio libre le soir et que j'ai eu Joël Belaïch, l'importateur de Inforad à l'époque, c'était des gros carrés que tu remettais à jour sur ton ordi, que j'ai eu Loïc, je sais plus comment, qui faisait GPS Prevent, donc une autre application. Et je les écoute et je me dis, mais en fait, ça, c'est en train d'arriver. Tu sais, moi, j'ai la culture d'être à droite dans la bagnole devant quand j'avais 8 ans ou 10 ans et que mon papa me disait, William, je bombarde, toi, tu regardes sous les ponts. Et dès que tu vois un truc bizarre sous un pont, tu me dis freine et je freine. Et donc, on avait cette culture-là. Donc, anti-radar, moi, ça me parlait. Quand je les écoute, là, à l'émission de Radio Libre, et qu'ils me disent, ouais, mais ça commence à vendre 10 000, j'ai vendu 10 000 à Autobac, à Feu Vert, à Norauto. Je me dis, attends, mais Autobac, Feu Vert, Norauto, ils vont pas savoir bien renseigner les clients. Viens, j'ouvre un petit magasin. Et c'est à l'époque où... Juste distributeur, pas du tout dans la conception. Juste revendeur. Et c'est à l'époque, c'est encore bizarre, on n'en a pas parlé avant, mais c'est à l'époque où je cherche un magasin, mais qu'est-ce que tu veux, toi? J'ai 18 ans, j'ai pas d'argent. Comment tu veux? Alors, les revenus SACEM commençaient à tomber, mais c'était le début. Et t'envisageais pas le web à l'époque, c'était trop tôt? Bah ouais, c'était trop tôt. J'ai fait un site web en 2006, pas en 2004. Là, t'es en 2004, tu vois. Et donc, du coup, ce côté 2004... du coup, tu es en mode, OK, qui je connais, qui est dans le business. Et là, je tombe sur le papa de quelqu'un qui était avec moi à l'école, qui est un des top 5 de la pègre parisienne, qui possède tous les locaux à Pigalle. Et donc, du coup, il me loue
un petit magasin, boulevard de Clichy, avant la place Pigalle. Et donc, du coup, de ce petit magasin, je mets 10 000 balles de travaux et je me mets le matin à 10h et je repars le soir à 22h et il y a marqué en gros l'enseigne anti-radar. Il y a 2 radars énormes fixes parce que Sarko, c'est l'époque où il en met plein. Avec les bandes jaunes et noires. Exactement, tu vois, les boîtes grises là. Donc, il y a 2 radars que je fais faire en bois avec des flashs qui flashent. Je me les fais enlever par la mairie de Paris en l'espace de 3 jours. Et ensuite, ce petit magasin, je deviens le petit gars bien élevé qui te renseigne, toi qui bombarde, pour installer un avertisseur de radar dans ta voiture. Et en plus, je commence à aller sur les forums, dans les rassemblements Porsche, etc. Et donc, je vends de plus en plus. Ce qui fait que, tu vois, 2 ans et demi plus tard, j'ai 3 magasins, je fais 1,5 million de chiffre d'affaires et 300 000 euros de résultats avec une dizaine de salariés. Et c'est là où je commence à créer un website et c'est de là que je rencontre Fabien Pierlot après. Fabien Pierlot qui avait déjà démarré Coyote à ce moment-là. Ouais, alors, ouais. Donc Fabien, c'était le fondateur de Coyote. Ouais, Coyote. L'inventeur et le fondateur de Coyote. Okay. Et je lui dois beaucoup et je le remercie. Je le vois rentrer un jour dans ma boutique. J'ai encore cette image, j'en ai jamais reparlé avec lui. Il rentre et il dit, ouais, de toute façon, moi, je vais te prendre la vitrine de gauche, la vitrine de là et la vitrine de là. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Allez, sortez. Ouais, voilà, c'est ça, presque. Et en fait, de fil en aiguille, on avait les mêmes valeurs, on avait la même envie, à peu près les mêmes idées. C'est un mec malin, pareil. Ça ressemblait à quoi, Coyote, à ce moment-là? Ça existait déjà ou... Ouais, ça existait, mais tu vois, il sortait son proto. Donc, moi, j'ai distribué, en fait, ses premiers Coyotes. Et ça ressemblait à quoi? Ils étaient 5, je crois. Il avait un peu d'argent, il avait mis un peu d'argent et était allé chercher 300 000 euros à la banque. Et il commençait à produire ses petits Coyotes. Alors, il avait trouvé Jean-Marc Van Lethem, qui était le technicien, pour coupler GSM et GPS et avertir la police en temps réel à tous les autres derrière. Et du coup, cette techno, c'est le premier objet connecté que tu mets dans ta bagnole, quoi. C'est clair. Avant le téléphone. Et là, du coup, on est en quelle année? T'es en 2006. 6. Ouais, t'es en 6. Vous décidez de vous associer? Non, c'est en 7 qu'on a décidé de s'associer. Et là, donc, on s'associe. Je rentre actionnaire du groupe Coyote. Et du coup, je m'éclate. Au début, je fais beaucoup de business. Donc, je gère le retail. On ouvre des magasins dans les centres commerciaux. On distribue à Darty, Vert, Noroto, etc. Là, il y a une marque, pour le coup, une marque hyper attachante, hyper... alors, qui n'a pas démarré tout de suite. Ah non, on a galéré un peu. Une référence impressionnante. Ouais, c'est ouf. Hein. Tu vois, c'est ce qui est paradoxal dans mon aventure Coyote, c'est que c'est une marque forte et tout le monde connaît en France, mais en France. Tu vois, et allez, en Belgique. Mais on n'a jamais réussi, et pourtant on a investi, j'y suis allé. Et ils ont le même sujet de radar, ils ont le même sujet de... Ouais, mais pas les mêmes réactions. Okay. Nous, les Français, on a un peu la rage contre ça. On va y passer le truc. Exactement. Alors qu'un Espagnol... ils savent où ils sont et c'est pas très grave, il y a un peu plus de tolérance. Un Italien, ça bombarde à 160 partout, donc il n'y a pas de sujet, les tutore, on sait où ils sont, tu vois. Les États-Unis, il y a les détecteurs et c'est légal, donc ça sert à rien ton petit avertisseur de merde, tu vois un peu. En Suisse, en revanche, tu t'amuses pas à mettre c'est illégal. Comme ça parce que tu te fais... Notre truc était illégal. Ouais, clairement. Donc en fait, plein de choses. C'était très français. Bon, malgré tout, vous avez quand même pris une belle part de marché. Je sais pas si vous avez des gros concurrents, mais vous étiez... Il y en avait un peu, mais non, il y en avait... au début, mais on les a pliés avec la mise à jour automatique et la carte SIM et l'abonnement. Et l'abonnement, tout le monde nous disait non, au début c'est nul, encore un abonnement. C'était la clé du truc. Alors c'était la clé du truc, c'était un business model, mais ça l'est toujours, et bravo d'avoir créé ça, parce que c'est un truc de malade. Après, ce que je me suis dit de fil en aiguille, c'est oulala, ça commence à beaucoup marcher quand même. C'est genre la police, ils ont dû avoir une chute assez impressionnante d'amende. Et on a ce qu'on attendait, on a été interdit, quoi. En 2011, ils ont dit no way, arrêtez. Au moins, nous insultez plus, n'appelez pas ça un radar, mettez pas l'endroit précis et essayez d'être un peu des assistants d'aide à la conduite, quoi, tu vois, c'est pas des détecteurs de radar. C'est même sujet, mais présenté de manière différente. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, ça faisait vraiment, on vous fait un bras, on vous fait un doigt d'honneur en mode, on freine devant. Très longtemps. Non. Et on les voyait, en plus, nous, on se marrait de temps en temps, parce qu'avec Fabien, on aime bien quand même rouler vite. Et quand on voyait des moyennes, je me rappelle, Sébastien Lafont qui me remontait, dédicace à lui, les moyennes à des portions de route. Et moi, mon objectif, c'était avoir les records. Et donc, du coup, à des endroits, tu avais sur le départ de la 10, là,
que tu pouvais traquer les records. Ah ben, on traquait à combien passaient les bagnoles. On savait pas qui c'était derrière, mais on savait à combien ça passait. Et je me rappelle avoir vu 341 km/h au début de la 10. Et je m'étais dit, putain, mais il y a des mecs qui bombardent quand même. Et c'était assez marrant et passionnant tout ce truc, parce que c'était vraiment comment gérer une communauté, comment la faire payer et comment rajouter du service dessus, parce qu'on était quand même monoproduit, tu vois. Monoproduit, mono-use case. Donc à l'époque... Toi, tu avais quel rôle ? Au début, je gérais le business. Et donc, j'étais patron du business. Et de fil en aiguille, j'ai géré plutôt les opérations en transverse, parce que la R&D m'intéressait beaucoup à l'époque. Et Fabien, il n'aime pas prendre l'avion. Du coup, j'allais en Chine pour regarder comment se passait notre production, Shenzhen, etc. C'est là où à Shenzhen, ouais, exactement. Et on allait visiter les usines, faire le contrôle qualité, voir les nouveaux produits, parce qu'on achetait des PCB de smartphones, parce qu'il y avait tout à l'intérieur, un écran, un GSM, un GPS, etc. Et on faisait notre casing autour, donc on faisait là-bas et l'achat du PCB, et on formait le PCB, et derrière, on faisait l'injection de plastique. Et on faisait expédier ça après en France. Tu viens d'un environnement qui n'est pas du tout celui-ci. Là, tu mets les pieds dans une boîte qui est quand même qui a des problématiques de levée de fonds, qui a des problématiques de scaling, qui a des problématiques software, hardware, beaucoup de sujets aussi par rapport à la loi. Donc, univers je trouve, un peu la cour des grands, une boîte qui te dépasse rapidement. T'en retiens quoi en termes de formation de ces années-là et qui te resserre beaucoup aujourd'hui? Il y a peut-être beaucoup de choses, mais... J'en retiens premièrement que je me suis éclaté avec Fabien, parce qu'il est très sérieux sans l'être. Et donc, on se marrait beaucoup. Ça te va bien, ça. Ouais. Et donc, du coup, ce qui était intéressant, c'est que je trouve que l'humour est preuve d'intelligence. Et donc, quand tu arrives à parler d'un budget à plusieurs millions d'euros et glisser des petites blagues au milieu et t'éclater, finalement, tu te lèves pas avec la boule au ventre le matin pour venir faire les choses. Et ça, c'est essentiel pour moi. Deuxièmement, je retiens qu'il y a un truc qui est important quand tu crées une entreprise produit, je parle, c'est que il y a un vrai product market fit, et donc qu'il y a un vrai momentum pour pouvoir vendre ton produit et qu'il apporte de la valeur immédiate au client. Et moi, il était clair, c'était prenez la bagnole et économisez les PV et gardez vos points. Et donc, comme tout le monde était dans la peur bleue de ces nouveaux radars ultralight, laser et compagnie, putain, on surfait sur un truc qui était magique. Mais achetez-le, c'est 199 €, 12 € par mois, et vous allez esquiver combien de points ? Une amende et t'as remboursé ton... Évidemment. C'était vraiment pas assez cher, en fait. En fait, pourquoi vous l'achetez pas ? Ah, vous voulez pas l'acheter parce que ça vous fait chier les abonnements ? Eh ben, je vous le prête ce week-end et on se revoit lundi matin. Non, mais vraiment, c'était ça. Donc, ce que je retiens, c'est que si ton produit apporte une vraie solution, ça va y aller tout seul, tu vois. Alors là, ça y était avec des coefficients multiplicateurs de dingue. Et ensuite, ce que je retiens, c'est qu'à un moment, il faut se structurer. Et je me rappelle être passé par HEC, parce que quand un fonds est rentré en 2009, je crois, du coup, on a été interdit en 2011. Et quand on a été interdit, il y a Didier Quillot, c'est un patron du CAC 40 qui avait géré Lagardère, qui avait géré Orange, France Télécom à l'époque, etc. Donc, c'était le DG de l'époque. D'ailleurs, il est un peu plus connu pour avoir été le DG de la Ligue de foot, là, avec le scandale qu'il y a eu. Okay. Et donc, Didier, il a été tombé par le fond, il s'est retrouvé entre Fabien et moi, et je me rappelle, et là, c'est qui ces gens ? Et elle est où ma voiture avec chauffeur à l'entrée ? Il nous disait, non, mais il n'y a pas ici, mon gars, c'est une start-up. Et on avait des volumes et de l'argent d'un gros groupe, on gagnait 40 à 50 millions d'euros par an. Il fallait que tu les rassures, il fallait que tu sois un peu plus étoffé que ce que tu étais. Voilà, donc HEC, apprendre à lire les bilans d'entreprise, les budgets et compagnie, comme ça je ne passais pas pour un gogol quand on les faisait ou quand j'allais parler aux investisseurs. Ensuite, j'ai été formé par les gens qui m'ont entouré pendant toutes ces années. Je suis resté 8 ans quand même. Mais tu étais en mode buvard, parce que tu as quand même appris pas mal de trucs. Buvard de ouf. Moi, je me rappelle de ces codires qu'on faisait où on était au bout de la table avec Fabien et je regardais tous les lundis matins et je voyais qu'il y avait des gens qui avaient le double de mon âge et je me disais, mais pompe tout ce qu'ils ont dans la tête, mec, parce que si tu as la combinaison de tout ça, tu vas être un tueur à gages. Et j'avais confiance en moi parce que j'étais le meilleur des clients et je les voyais au quotidien, les clients. Donc en fait, tu savais de quoi tu parlais. Me raconte pas ça, toi. C'est pas possible. Le client, il est comme ça, comme ça, comme ça. Il fait ça. Donc ça sert à rien. Investis plutôt là. Et en fait, j'étais hyper à l'aise sur ça. Mais je pompais leur concept, tu vois. Et en fait, petit à petit, j'ai appris. Déjà, après, il ne faut pas être gogol. Tu as du bon sens aussi quand tu gères une boîte, tu vois. Il faut de la bonne humeur. Tu arrives à tenir la route. Tu arrives à challenger ces gens-là, à rester maître de toi-même et à rester qui tu es. Et c'est impressionnant.
Merci. Tu t'es rapproché de la tech. Ouais. Tu as eu une rencontre Oui. avec justement la tech qui t'a amené à créer 22. Mm. Raconte-moi à quel moment tu rencontres cette technologie et à quel moment tu t'imagines faire un truc avec. On est interdit, d'accord, avec Coyote. Et Cherguéan nous dit qu'il faut changer la terminologie de ce qu'est un radar, donc on appelle ça une zone à risque. Et il dit qu'il faut afficher la vitesse de limitation de la route en permanence sur le Coyote. Donc nous, il n'y a pas de problème. Tu nous donnes une base de données référencée GPS, on l'injecte à l'intérieur du Coyote, et au fur et à mesure qu'il se déplace sur la route, la carto lui dira d'afficher la vitesse de limitation qui est préenregistrée. Sauf que l'État n'a aucune base de données des limitations de vitesse, vu qu'elle change avec les travaux, vu que c'est de l'ordre du département, de la région, etc. Du coup, je fais le tour du monde pour rencontrer des entreprises, avec Frédéric Charpentier d'ailleurs, qui est aujourd'hui un des investisseurs de ma nouvelle entreprise et qui était à l'époque le CTO de Coyote. Et donc c'est lui qui me fait rencontrer des boîtes qui font de la reconnaissance de panneaux. On est en 2010, 2011 et il dit, regarde, ça s'appelle de l'intelligence artificielle, ça va arriver et tu lui donnes une base de données avec 500, 1000 panneaux pris en photo sur des angles différents, avec des luminosités différentes, le soir, le matin. Ils apprennent ça à ce qu'ils appellent un réseau de neurones. Et derrière, quand tu le mets derrière une caméra, ça reconnaît les panneaux. Et là, dans ma tête, j'ai un tremblement de terre. Je me dis, attends, t'es en train de me dire qu'on peut imiter la perception de l'humain sur le monde réel grâce à un apprentissage de réseau de neurones avec les données que tu veux lui faire repérer en sortie et en temps réel? Bah ouais, c'est comme ça que ça marche. Attends. On est d'accord que tout le monde arrive en rupture en ce moment-là? Parce que moi, je le vois, le papy, il me dit, mais j'en ai marre, moi, je me fais choper à chaque fois par les flics parce qu'il faut regarder le vélo, le skateboard, les 30 km/h, les trucs. J'y arrive plus. Et donc là, je m'intéresse à la rupture cognitive, à la surcharge cognitive. Et je commence à lire des bouquins, tu sais, type... D'épibiologie, tu vas nous en parler, non? Parce qu'on en parlera, c'est un truc que je voulais creuser avec toi. Parce que c'est L'épigénétique? L'épigénétique, Ah ouais, c'est ma boule. Ah oui, tu m'as vu sur un autre truc en parler. Oui, c'est bien ma t'en parler. passion. Bah justement, ça, alors, je connaissais pas. Ça, c'est juste après. Mais ça, c'est un truc de ouf. Ah ouais, il faut plus d'une heure, là. Alors, on est mal, là. Mais non, là, à l'époque, je découvre que la vision, c'est 70% de l'information qui est digérée par notre cerveau. Ça fait tout, quoi. Bah tout, en fait. Tu fais tout en fonction de tes yeux. Et si tu fais tout en fonction de tes yeux aujourd'hui, tout ce que tu as créé jusqu'à aujourd'hui, tu l'as fait en fonction de tes yeux. Donc je me dis, mais attends. Ça veut dire que si, moi, j'arrive à imiter la perception de l'humain et que j'en fais un outil pour l'humain pour voir plus de choses parce qu'il n'a plus la capacité de tout voir, mais ça va être une révolution industrielle, en fait, le truc. Et donc, de fil en aiguille, je commence à m'y intéresser, je commence à aller lire beaucoup de choses dessus. Je dis à Fabien, s'il te plaît, est-ce qu'on peut investir là-dessus, etc. Et à l'époque, on a un fonds d'investissement qui nous dit, bon, écoute, on va pas devenir un éditeur de logiciels, on va plutôt gagner beaucoup d'argent en faisant ça, d'accord? Et donc, je me sens un peu frustré. J'ai la tête. T'as un boulevard et tu peux pas y aller. Mais de ouf. Et puis, on est avant tout le monde, en plus, tu vois. En quelle année? 2013? Ouais, avant. En fait, on a commencé à s'y intéresser en 2010, 2011. Et en 2013, on n'avait pas le choix, il fallait qu'on le mette à l'intérieur. Donc, 2013, on l'a mis à l'intérieur. Et là, j'ai vraiment touché du doigt la techno. Bon, en tout cas, tu reviens, t'es ramené les pieds sur terre par tes actionnaires, mais tu décides quand même de partir. Comment tu te retrouves à franchir le cap et partir? Alors, il y a un peu de secret, mais on teste un IPO. On réussit à finalement à ne pas aller en IPO et à racheter les parts du fonds par un autre fonds. Et donc, du coup, ce nouveau fonds qui vient d'arriver, il est, on va dire, obligé de nous imposer de se rembourser sous 5 ans. Donc, tout le bénéfice qu'on fait, il ira pour son remboursement. Mais nous, on était un peu plus libres. Et après, moi, j'étais, pas assez affûté sur tous les leviers financiers. 2, j'avais 26, 27, 28 ans, donc je ne me rappelle plus exactement, mais quand on parlait de tout ça, j'avais la dalle. J'avais envie de passer à autre chose. Pour moi, ce n'était pas grave et j'avais un bon niveau de vie. Tu ne jouais pas à la fin de ta carrière. Mais non, au contraire, je me disais, allez, comment je vais aller dans vraiment ma carrière, quoi, tu vois. Et donc, du coup, je parle à Fabien et Fabien me dit, écoute, tes actions, elles valent ça. Si tu veux, moi, je peux te les racheter. Et donc, du coup, dans la foulée, on a fait les papiers. Et en janvier 2015, je vends mes actions Coyote à Fabien. Et mes actions, et je reste loqué 1 an et demi dans le truc, donc il fallait pas que je bouge tout de suite, mais il me permet de dégager 80% de mon temps pour aller créer justement le nom de ma holding et tout ça, qui était 22 déjà à l'époque, donc 22 en chiffres romains, et donc tout ça, il faut que je montre mon bras, parce que c'est tatoué. Il se l'est tatoué sur le bras. Ouais.
Et sur la jambe aussi, mais c'est pas... Ouais. Un peu compliqué à montrer. Ouais, exactement. Bon, mais donc, du coup, c'est comme ça que je rebondis. Et 22, c'était ton label à la base? À la base, groupe de musique et label. Ensuite, philosophie de vie. Le 22 est un nombre hyper puissant. Ton adresse, accessoirement. Ouais, et puis tu vois partout, tu veux acheter la voiture grise, comme par hasard, tu vois des voitures grises partout. Moi, je vois du 22 partout dans ma vie. Tu vois, même en arrivant, là, je sais pas, j'ai vu un 22, je m'arrête au 122 ou je sais plus quoi. Enfin, tu vois, toujours pareil. Il y a toujours ça dans ma vie. Donc, écoute, j'ai décidé de mettre accessoirement, devant. il y a aussi toujours Dame. Parce que Dame revient au galop, parce que quand tu te lances dans 22, ce binôme me fascine, parce que vous êtes tous les deux issus d'un milieu équilibré, mais pas particulièrement favorisé. Dame, un peu moins que toi encore. Et vous vous êtes suivis, vous captez des sujets qui sont assez complexes, pourtant vous n'étiez pas prédisposé à ça. C'est quoi le secret de ce binôme ? Le secret de ce binôme, c'est de l'amour. Vraiment, parce que je l'aime profondément, ce gars-là. C'est un mec ultra intelligent qui prend le temps. En fait, c'est mon contraire. Moi, je bombarde. Il te compense. Ah ouais. Mais c'est la même chose dans mon couple. Complète. Ouais, complètement. Et j'aime bien fonctionner avec des gens complètement authentiques et transparents, intelligents, qui vont au fond des problèmes techniques. Lui, je l'appelle le lecteur de notices. C'est-à-dire que quand on recevait du matos, un nouveau clavier pour jouer ou quoi, moi, je l'ouvrais, je le branchais, j'avais vite envie de faire du son. Lui, il mettait 2 jours à lire la notice. Donc moi, au bout de 2 jours, je lui disais, regarde, t'as vu tout ce que je fais avec ? Et 2 jours après, il dit, mais ça, en revanche, tu l'avais pas vu venir. Exactement. Il me dit, tiens, si tu fais ça et ça et ça, regarde ce que ça fait. Et je m'étais dit, waouh, l'histoire, le délire. Et on se complète vraiment bien. Et donc, on est à mon mariage en 2014, septembre, donc juste avant que je décide de vendre les actions Coyote. Et à mon mariage, à 6h du mat, un peu cramé, un peu beaucoup, il me regarde comme ça et il me dit, t'en as pas marre de bosser pour une autre entreprise que 22 ? Et là, je le regarde et je dis, putain, c'est peut-être maintenant alors. Il a démissionné le lendemain. Donc c'était le lendemain. Non, il a démissionné le lundi, samedi mariage. Il était chez Apple, c'est ça ? Ouais, il était chez Apple. Et il m'envoie sa lettre d'œdème et il me dit, dans 3 mois, je suis libre, ma poule. Ah, il m'a mis la pression. Donc, du coup, je suis allé voir Fab. C'est là où, parce que je viens de raconter juste avant. Ça accélère le mouvement. C'est ça. Et à partir du 1er janvier 2015, lui, il était salarié 22. On avait monté la bébête. Et là, vous étiez mis d'accord sur la vision même pas. du projet ? En fait, on savait que 22 serait une marque forte et un lifestyle dans la tech un jour. On savait aussi que... voilà, nous, on vient de nulle part, on est des pirates, on a envie de pousser un peu les codes, mais par contre, on veut le faire avec beaucoup de respect et beaucoup de bienveillance. Mais donc, du coup, cet ADN pirate, tu vois, on avait besoin aussi de se dire, OK, on veut révolutionner une technologie qui est la vision. L'humain, la vision, c'est important. Et donc, du coup, au début, on a commencé par faire des petits POC essais en réalité virtuelle, réalité augmentée ou intelligence artificielle, computer vision. Parce que je ne savais pas si l'intelligence apportée à l'humain ou analysée à la place de l'humain allait être autour des yeux de l'humain par de la réalité virtuelle. Ouais, en plus, quoi. Voilà. Allait être autour des yeux de l'humain, plus projeté on va dire des éléments 3D sur de la réalité avec de la réalité augmentée, ou si tout ça, le wearable et donc les lunettes allaient mettre trop de temps à se démocratiser, et donc ça allait être de la computer vision derrière les caméras existantes. À l'époque, j'avais vraiment pas d'avis, mais bon, 1 an et demi après, on a conclu. T'as une paire de lunettes de VR chez toi ? Non. T'as une paire de lunettes de réalité augmentée chez toi ? Non. Pourtant, ici, tu vois, il y a 1, 2, 3 caméras, plus tes caméras que tu as sur ton téléphone, plus... Enfin, laisse tomber. Donc, ça en tout cas, il y en a pour une certaine ère. Ça bougera peut-être un jour, parce qu'on voit que tout le monde ne lâche pas le sujet. Ouais, ça bougera. Mais on a quelques années devant nous. Ouais. Donc, on a arbitré computer vision à fond et comment imiter la perception de l'humain. En plus, ça tombe bien, c'est au même moment où j'ai eu Noah, mon fiston. Et le même âge que ton algo ou que ta boîte. Exactement. Et donc, du coup, je regarde comment il agissait au début, tu vois. Donc, il regarde et je me dis, qu'est-ce qu'il voit de la vie ? Il voit papa, maman qui sourit. Donc, on a appris à nos algos les émotions. Il voit les objets. Il voit les biberons et tout ça. Donc, on a appris une 50aine d'objets. Et j'ai toujours dit, ce produit, il faut que ce soit la capacité d'un humain à percevoir le monde, mais la capacité pour son utilisateur à orienter les détections qu'il veut pour s'apporter justement de la valeur, c'est-à-dire gagner du temps sur son métier ou n'importe. Typiquement, je veux voir ici, donc tu zones là avec ta souris, entre 8h et 9h, s'il y a une voiture qui arrive à plus de 50 km/h, alors passez le feu au rouge parce que c'est la sortie de l'école et que c'est important que les voitures passent à 50 km/h. Un exemple. Mais tu vois, qu'il y a un moteur de règles au-dessus de la capacité de perception du monde. Comme ça, tout le monde peut le prendre et se l'adapter à ses propres usages. Donc, je reviens sur le lancement, mais vous êtes lancé, vous n'aviez pas une idée précise de ce que vous alliez faire ? Non.
Qu'est-ce qui fait que... Elle vient d'où, cette audace Alors, Bon, j'avais de l'argent. Il y avait, ce que j'allais dire, il y avait quelques millions, on peut le dire, qui étaient là et qui permettent de penser les choses quand même et de se dire qu'on peut prendre un risque. Bien sûr. Maintenant, c'est un marché... On parle, aujourd'hui tout le monde en parle, c'est facile à dire. C'était en 2011 ou 2013, les gens, même les investisseurs qui étaient au courant du sujet, il n'y en avait pas tant que ça. Tu pressentais quelque chose de huge, quelque chose de relativement pointu techniquement. Et toi, tu viens, sans être péjoratif, de nulle part, mais tu t'autorises à penser grand et tu t'autorises à prendre une place dans ce marché. Qu'est-ce qui te fait dire que tu es légitime ? En fait, je retournerai la question. Je dirais, pourquoi c'est les gens qui font les écoles, qui parlent de ces sujets-là, qui se pensent légitimes ? Au contraire, en fait, tu vois. Pour moi, quand tu es un enseignant, c'est dur ce que je vais dire, mais c'est que tu es passé à côté de l'entrepreneuriat. Et tu redis ce que tu as compris aux autres. Et donc, quand tu écoutes ces enseignants qui te donnent un certain angle de la vie, eh ben, tu ressors avec une connaissance qui a un angle aussi sur la vie. Alors que je trouve qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se fait en venant de la terre, tu vois, qui apprend à sentir, à regarder, à échanger, essayer, voilà, poser beaucoup de questions. En fait, pour moi, mon parcours et d'où je viens, au contraire, tu vois, je trouve que c'est le meilleur endroit pour venir, pour être entrepreneur. Parce que moi, j'ai peur que du juge et de la prison. Donc, et encore, si c'est pas longtemps, c'est pas grave, tu m'enverras des choses. mais tu vois, et alors après, peut-être que je manque un peu de structure, mais j'ai du feeling. Et donc, du coup, ça compense la structure souvent, tu vois. Après, sûrement, quand ça grandira énormément, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui vienne à côté de moi pour m'aider à me structurer. Mais c'est pas grave, je trouverai les duos comme ça, tu vois. Enfin, il y a plein de branleurs qui te disent que eux, ils n'ont pas fait Polytechnique, mais maintenant, ils les embauchent. Et c'est vrai, tu vois, c'est des outils, ces gens-là, quand tu sors d'une grande école et que tu as été aiguisé pendant des années. Mais merci, viens couper ma côte de bœuf. Mais en fait, m'explique pas que tu sentiras l'odeur de la terre et me diras que ça fera une viande persillée. C'est que de l'essai. En fait, c'est du POC, c'est tout ça. Et tu le vois, dans le vin, aujourd'hui, il y en a plein qui s'y mettent et de ça. Ouais, mais moi, alors, je fais plutôt comme ça et plutôt comme ça. Et comment tu sais ? Retour année sur année, quoi. Je regoute après, 3 ans après, et du coup, je modifie l'acidité. Ok, c'est travailler, c'est faire et défaire. C'est ce qu'on m'a appris. Ma mère me disait ça de son père, etc. Donc moi, je fais, je défais. Et quand ça marche, je laisse faire. Et quand ça marche pas, je défais. Et tu vois, je trouve qu'on est mieux angulé comme ça, tu vois, pour être entrepreneur. Alors pourquoi dans les high ? Putain, parce que c'est limiter la perception de l'humain, c'est un sens, c'est du feeling en fait. C'est, voilà, on est 8 milliards, on a plein de choses à faire et le modèle dans lequel nous avons décidé d'être tous nous impose de la productivité. Donc, si plus de productivité, à un moment, je vois bien, les copains, ils partent en burn-out, etc. Donc, tu peux pas presser les citrons plus. Il faut les protéger presque. Ben ouais. Et en fait, tout le monde me disait au début quand je me lançais, tu sais, ouais, tu vas détruire l'emploi, les caissiers, les caissières. Et me rends pas fou. En fait, caissier, caissière, je l'ai fait. Personne te parle. Et puis surtout, tu te fais chier toute une journée à passer le choix de faire autre chose, t'as presque envie de faire autre chose. Et qui c'est le bolos qui a mis des gens et des humains derrière des caisses pour biper les produits ? Enfin, explique-moi. À la base de l'humanité, qui c'est qui choisit de prendre un humain qui est riche en valeurs, riche en feeling, riche en plein de choses, pour lui dire, vas-y, tu vas scanner. Tu mets tout ton talent de côté et tu fais ça. Eh oui. Donc du coup, c'est de là que tout part, en fait. C'est wow. On est mal utilisé, là, l'être humain. Pourquoi ? Parce qu'on nous presse... en fait, on nous presse comme des citrons. Et pourquoi ? Parce qu'on nous demande plus. Ok, c'est quoi l'autre side pour pouvoir justement avoir plus sans dépenser plus ? C'est d'automatiser tout un tas de choses que tu aurais pu faire. Bon, on va rentrer dans 22 parce qu'on en a parlé. Clair ou pas ? Très. Ouais, cool. On en a parlé, mais on n'a pas forcément dit ce que vous étiez aujourd'hui. Ouais. Combien de temps après ? 8 ans c'est ça, 8, ouais. 8. Vous ressemblez à quoi aujourd'hui, 22 ? 1300 mètres carrés à la Défense avec des plafonds de 3,50 m, une ambiance de ouf parce qu'il n'y a que des gens entre 25 et 40 ans, dédicace aux 2 ou 3 qui ont plus de 40 ans, désolé. C'est une vision, c'est une entreprise qui bosse pour les plus belles boîtes au monde, en tout cas les françaises. C'est un produit qui est sorti en 2021, qui vend de la licence logicielle, donc 1 000 € par flux analysé par an. Et c'est 3 secteurs sur lesquels on s'éclate. Un qui est la sécurité,
qui n'est pas mon domaine de prédilection pour le coup, mais c'est celui qui achète en premier ce genre de technologie, donc on y va et on essaie de réguler. 2, c'est du retail, donc on vend beaucoup à du resto, enfin on peut en parler après. Et 3, c'est de l'industrie, parce qu'on vient automatiser tout un tas de choses que l'humain n'a plus le temps de voir dans ces industries. Donc, qu'est-ce que tu vends? Parce qu'on peut imaginer soit le système de caméra, soit sous forme de licence plus exploitation des images, ou finalement c'est le client qui exploite ces images avec les conseils ou la formation que tu donnes. Qu'est-ce que tu vends? Ouais, je vends un produit logiciel qui s'installe derrière tes caméras, toi, que tu as installé, qui existe déjà pour la vidéosurveillance, mais en vrai que tu ne regardes jamais. Et je te propose de transformer ces capteurs. Tu les regardes a posteriori parce qu'il faut revenir sur un truc. Ouais, voilà. et je te propose de les transformer en fontaine de valeur, parce qu'il faut que tu t'imagines que c'est toi qui es derrière chaque capteur tout le temps. Et qu'est-ce que tu aurais vu toi, et qu'est-ce que tu aurais noté, et comment tu aurais influé toi, expert de ton métier, derrière tous tes capteurs, si tu avais été pleinement concentré. Donc, pour des grandes chaînes de fast-food, on remonte au manager qui a 3 tables à débarrasser, qui a 7 voitures qui arrivent et qui peut faire préchauffer des steaks, que la commande numéro 28, elle va pas au Scénic rouge, elle va au 4x4 noir, qui a eu 15 passages aux toilettes qu'il faut les nettoyer, qu'attention, il manque 7 un personnes sandwich dans le sac. Exactement. Donc, tu vois, c'est tout des choses finalement qui font travailler ton temps de production, donc tu gagnes beaucoup de temps et donc de l'argent. Et aussi, c'est beaucoup sur la satisfaction, tu vois, parce que derrière, tu es content quand tu te fais pas oublier un sandwich ou deux. Et puis c'est de l'économie énorme, parce qu'un sandwich x X, voilà. Oui. Et le temps gagné, c'est du client. Et c'est pareil dans la logistique, tu vois, on traque très bien les objets de caméra en caméra, on peut suivre des colis et dire, hop, ce colis-là, avec tous les iPhones à l'intérieur, là, il n'est pas destiné à aller dans ce camion-là, il est dans l'autre. Et d'ailleurs, c'est bizarre, parce qu'il est resté 30 secondes sur le quai, il y a 3 personnes autour, va voir et enlève-le. Et puis, tu as vu, il y a 3 colis qui sont tombés du chariot, et puis attention, l'autre a scanné, mais il n'a pas mis dans le bon carton. Et puis là, ce que tu envoies ici, il faudrait qu'il y ait 7 palettes, il n'y en a que 6. Tu vois, tu viens... En fait, tu viens vraiment imiter la perception de l'humain qui a de la connaissance sur le métier qu'il exécute. Tu dois former tes utilisateurs, donc j'imagine qu'il y a quand même du côté client un impact en termes de compétences, parce qu'ils doivent avoir du temps d'exploitation de ces images. C'est ça, en fait. Ou est-ce que c'est le logiciel qui... Enfin, non, tu as quand même de l'humain qui derrière va manipuler ça. Toi, pour aller, on va dire, configurer ta détection, il faut que tu aies un peu de formation quand même sur le logiciel. Alors même s'il est basico-basique, tu vois, tu entoures, tu sélectionnes ton flux et tu dis entre 8h et 9h, je veux pas qu'il y ait ça, ou là, je veux que... En fait, il y a quand même une demi-journée de formation. Non, après, le principal bottleneck qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment sur le réseau d'intégration. Vu qu'on s'adapte aux caméras existantes, super, il n'y a pas d'investissement supérieur à faire. Cependant, qui est-ce qui a installé et qui gère ces caméras? Les installateurs de caméras. Mesure à chaque fois avec des... Et du coup, tu dois toi former les installateurs de caméras à installer ton produit. Et ils sont pléthores en France et ailleurs. Donc du coup, c'est ça qu'on essaie de craquer en ce moment, tu vois. Je comprends. Et au niveau du positionnement, tu disais que tu avais 3 positionnements... sécurité, Smart City retail et industrie. Retail et industrie. Smart City, je le mets dans sécurité. Comment tu fais en tant qu'entrepreneur quand tu as une techno qui a un cas d'usage à peu près infini, où les boîtes parfois te créent des nouveaux cas d'usage en te disant tiens, j'avais pas pensé, mais voilà. Parce que c'est sympa de suivre le sens du vent, mais tu as quand même une boîte à driver, ça nécessite un positionnement, d'essayer de te positionner là où c'est le plus porteur. Est-ce que tu as le sentiment de suivre ce que le marché te demande, ou c'est toi qui drive là où tu as envie d'aller? C'est une question de ouf. Un peu les deux, j'imagine. Un peu les deux. La première truc que je peux te dire de manière authentique, c'est que tu me poses la question que je me pose. Ensuite, forcément, j'ai les investisseurs qui sont plus des gens pragmatiques et qui me demandent de choisir. Et moi, d'un autre côté, je suis plus quelqu'un de biologique et je me dis, quand le parquet est faible, répartis ta charge. Et tu vois, donc moi, je suis plutôt à l'inverse. Va sur 3-4 verticales, à faire une quinzaine de use cases, mais je sais que ça va contre tous les bouquins qu'on peut lire ou tout ce qu'on peut entendre de tout le monde, où il faut être simple, un product market fit simple, un truc qui va vite, etc. Comme ça, t'exécutes. Mais en fait, moi, j'ai pas envie de créer une start-up. J'ai pas envie de créer un use case d'une technologie. J'ai envie de créer une révolution. J'ai envie de créer une entreprise
qui aura 100 ans, j'en serai fier dans 100 ans parce qu'elle a implémenté des actifs industriels de logiciels forts à l'intérieur de 100% de l'industrie mondiale, tu vois. J'ai envie de faire partie de l'étape d'après. Et donc, pour moi, c'est très difficile de choisir. Donc, qu'est-ce que je fais dans un marché qui s'ouvre? Parce qu'on est quand même une boîte deep tech, hein. C'est-à-dire que c'est un marché qui n'a pas encore légiféré. On a l'IA Act là, qui tombe le 6 décembre. Donc, on va voir les lois qui tombent et on va voir où on peut un peu plus jouer. C'est un marché qui est aujourd'hui beaucoup dans l'acculturation aussi. On en parle beaucoup d'LLM et de ChatGPT, mais bon, c'est pas pour autant que tout le monde a acheté de la computer vision sur ses caméras. Et donc, du coup, je suis en train de petit à petit me poser des questions, mais je vois les aspirations. Donc, je sais que dans l'industrie, ça va très vite. Je sais que la sécurité, j'aurais pu être déjà multimillionnaire là-dedans, mais j'ai pas envie parce que ça nous impose de la roco-faciale. Je veux pas en faire. J'ai fait Coyote, mais je veux pas forcément retourner ma veste. Donc du coup, c'est un peu pour moi entre mes valeurs, les opportunités que je peux saisir du business qui s'ouvre, parce qu'il ne faut pas croire non plus qu'il y a une verticale qui est ouverte plus que les autres. Elles sont toutes ouvertes à 5%. Donc pour l'instant, vu que mon produit est comme un humain par nature universel, vu qu'on a fait le système pour nous, bah, du coup moi je fais un produit qui correspond à notre système, mais par nature, en fonction de comment tu le formes, sur plusieurs verticales, bah du coup j'ai du mal aujourd'hui encore à me dire, allez, on arrête tout le reste et on fait que ça. Donc non, je ne déciderai Et puis, tu as pas une maintenant, techno plus qui n'est tard. peut-être pas aussi mature que tu l'aimerais et tu es encore en train de la rôder à tester des cas d'usage dans les industries différentes. Bah, des fois, ça marche à 95%, des fois, ça marche à 40%, tu as raison. Mais même ça, ça fait du ROI, donc je m'en fous de la maturité de la techno, en fait. Ce qui est important pour moi, c'est très, très vite pouvoir l'installer plus rapidement. Est-ce qu'on peut dire que vous avez fait un algo vidéo, enfin d'IA vidéo, Ouais. et que cet algo, c'est votre fonds de commerce, c'est votre... Je le couplerai à... donc, l'algo, c'est une partie de notre fonds de commerce parce qu'il est hyper Entraîné depuis performant. des années. Voilà, entraîné depuis des années et en plus entraîné avec minutie. Juste en dessous, beaucoup de valeur aussi, c'est la plateforme de distribution des algorithmes derrière des flux vidéo existants, qui peut monter aujourd'hui jusqu'à 6000 flux en temps réel. Tu n'as pas une plateforme qui te permet de distribuer de l'algorithmie derrière tous ces flux temps réel aujourd'hui. Donc, c'est la capacité d'industrialiser très vite cette techno. Ensuite, nous, on a un process de création où on utilise justement de la data de synthèse pour apprendre les nouveaux objets. Donc, tu sais, pour apprendre n'importe quel objet qu'il y a sur la table, il faudrait 50 000 photos, des angles différents, des couleurs différentes, des environnements différents, enfin beaucoup de variabilité, de manière à ce que mathématiquement, on en connaisse vraiment tous les concepts et toutes les reconnaissances, et que derrière, on puisse reconnaître ton téléphone sous la pluie, sous le soleil, sur la plage, etc. Et bien ça, on le fait en 3D. Et on va beaucoup plus vite à apprendre des nouveaux objets. Donc là, on est en train de se mettre en mode industrialisation forte, parce que même les clients, bientôt, vont pouvoir créer leurs propres objets sur notre plateforme. Et donc, on repousse les limites du possible. Et ça n'existe pas des bases de données qui te permettraient d'associer des éléments pré-validés dans ta base? Ça n'existe pas, ça encore? J'ai pas compris. Si tu parles de... Parce que c'est toi qui modélises tes objets. Oui. Et tu peux pas imaginer... Ah si, des acheter 3D, des jeux, bien sûr, ouais, on en achète. qui... Okay, ça existe, rassure-moi. Ouais. Et puis on en achète plein des trucs comme ça et on les met à l'intérieur. Mais après tu les valides pour être sûr que tu n'es pas en train de flinguer la qualité de ton truc. Exact. Voilà. Ouais. Okay. Bah, on a une chaîne de production qui est bien précise. Et si on reprend l'exemple de Noah, qui a 6-7 ans, 7 et qui, justement, l'âge de raison, ton algo à 7 ans, Noah, il fait un paquet de trucs aujourd'hui, mais il y a encore un paquet de trucs qu'il ne fait pas. C'est clair. Si on fait le même parallèle avec ton algo, est-ce que toi, tu as le sentiment que le potentiel de Noah, on le connaît à peu près? Il va peut-être nous impressionner, mais on sait à peu près le cadre. Est-ce que toi, tu as l'impression que c'est la même chose pour ton algo et tu sais à peu près ce qu'il va être capable de faire? Ou est-ce qu'il y a des éléments où tu te dis, bah non, on n'est peut-être pas au courant de tout ce qu'on va pouvoir faire? Je ne sais pas si ma question est claire. Si, ta question est-ce que tu cherches à exploiter un potentiel que tu connais? Ou est-ce que tu penses que tu ne connais même pas le potentiel de ce que tu as entre les mains? Je pense que je ne connais pas le potentiel de ce que j'ai entre les mains. Ou en tout cas, je ne le connais pas passé 3-4 ans. Et c'est ce qui est à la fois flippant, mais hyper intriguant. Et c'est ce que je veux créer, justement. C'est qu'ensuite, je pense qu'il aura une limite, quand même, ce potentiel mathématique, et qu'il faut redonner la main à l'humain. Et donc, je vais faire un peu flipper, mais moi, je pense qu'il sera complètement intégrable à l'humanité et à l'humain. Je dis ça comme ça, mais je pense vraiment que les sujets des 10 prochaines années, c'est d'être la plus belle suite logicielle, le plus beau logiciel de perception de l'humain, perception de la vie comme un humain. Et ensuite, faudra que ce soit
partout, de manière à pouvoir récolter toutes les informations qu'une intelligence générale aura besoin pour pouvoir justement évoluer. Et je parle à demi-mot là. Ouais. Je me méfie. Et on arrive à la zone IA et éthique. Oui. C'est une dimension qui est très importante pour toi. Ouais. Pour toi et d'ailleurs pour les gens qui composent 22 en règle générale. Oui. C'est un sujet très sérieux chez vous. Ouais. Tu l'abordes comment? Depuis quand déjà tu as mis une organisation des process par rapport à cette éthique et comment ça se matérialise aujourd'hui? Parce que je crois que c'est assez poussé. Oui. Alors, premièrement, j'ai été choqué de Coyote et de notre interdiction. Et donc, j'ai mis en place, en connaissance, parce qu'on l'a vécu, la crise de l'interdiction, le lobbying derrière, etc., pour être à nouveau autorisé après un protocole d'accord avec l'État. Donc, j'ai vu comment faire pour te rattraper. Donc, j'ai pas eu envie de recréer ça avec 22. Donc, on a fait plusieurs choses. Premièrement, on a un comité éthique, tous les 2 mois, de 2 heures, avec à l'intérieur des personnes riches et externes, c'est-à-dire qui ont des connaissances poussées sur l'IA et les syndicats dans les entreprises, sur l'IA et la communication mondiale, et c'est des gens de renom qui sont, eux, invités par mes soins, dont un, je le dis à chaque fois, donc je le redis là, merci Yann Ferguson, parce que c'est le directeur aujourd'hui du Labor IA, et puis c'est quelqu'un qui a fait des études pour le gouvernement et l'Europe auprès de l'intégration de l'IA dans les industries et dans les entreprises. Et ce mec est magique, c'est un docteur en sociologie, ce mec est magique, vraiment. Et ça, c'est des gens rémunérés? Non, même pas, ils viennent parce qu'ils nous disent en retour qu'ils apprennent beaucoup du concret. Parce que vraiment, on est là à arbitrer des features. On avait un maire de ville qui nous disait détecter les caravanes. Non, ça a été shooté parce qu'on sait très bien que c'est pour catégoriser une certaine catégorie de la population, et donc du coup c'est pour que les gens du voyage je passe sur les terrains et qu'on puisse les arrêter. Donc ça on ne le fait pas. Et c'est shooté comme ça, il dit putain c'est intéressant ce qu'on vous demande, et donc lui aussi en retour il apprend. Ensuite c'est ce comité éthique, il a tous les ans une élection avec un huissier en interne. Je veux toujours un profil plutôt technique et un profil très commerce. Comme ça, j'ai les deux à l'intérieur comme argument. Et ensuite, il y a ma juriste qui est là aussi, et on avance en traitant soit les grands sujets, soit toutes les features des prochaines évolutions du produit. Et tu vois, dernièrement, on vient d'arbitrer. Un très gros du ferroviaire français veut détecter les personnes qui ont des chutes dans les gares, etc. Et au lieu de détecter un humain au sol, et c'est simple dans nos bases de données, on a plein d'humains qui sont droits, on pourrait tout incliner, règle logicielle, dire dès qu'il y a un humain qui est au sol, alors alerte en temps réel, mais le comité éthique a dit non, ça va être du shooting de SDF donc faut pas aller là-dedans, faut apprendre la dynamique de chute, qui va coûter 5 fois le prix, parce qu'il faut aller justement apprendre des chutes, aller choper de la data avec des gens qui tombent, enfin c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est quoi le cadre? Qui fixe le cadre des règles que vous suivez? De ce que vous faites et de ce que vous faites pas? Pour le moment, c'est moi. Et ça répond à un cahier des charges ou non? C'est plutôt du cas par cas? On va dire qu'on échange énormément avec la CNIL depuis plusieurs années, et on leur explique des choses et ils nous donnent les limites. Donc c'est des interactions, et avec les différentes lois d'IA. En fait, c'est comme tout, quoi. Okay. Mais c'est toi qui fixes le cap de ce que tu veux que 22 fasse et ne fasse pas pour l'instant? Aujourd'hui, oui, c'est moi le patron. Après, il y a un certain nombre de choses que tu t'interdis, oui, et qui correspondent à qui tu es et ce que tu veux faire avec 22. Ce qui est hyper frustrant, c'est que d'autres, juste à côté, ne vont peut-être pas du tout avoir la même limite. Oui. Mais moi, je suis propre. Ouais. Moi, c'est ça qui est important, en fait. Tu vois, c'est pareil, tu vois, il y en a plein, la base de données, pour apprendre à leurs algos, ils vont aller taper les grosses bases open source, ils vont scraper le web à mort, ils vont récupérer plein de trucs et de ça. Fais-le sale. Il n'y a pas de problème, tu vois, et puis tu peux me passer devant. Il y a de la place pour tout le monde pour l'instant. Et puis j'ai la culture, j'aime bien dire ça, j'ai la culture bécane, c'est-à-dire que j'ai la culture moto. Moi, je me lançais avec un 600 au Mans, et tout le monde avait des 600. Tout le monde faisait ses petites prépas et de ça, mais on avait à peu près les mêmes trucs. Et le meilleur, c'est celui qui arrive premier. Et tu te bats avec les mêmes outils. Si tu veux tricher, vas-y, fais-le, arrive premier. Mais quand je vais te regarder et que tu seras premier, moi, je sais. Et puis, tu as ton éthique, et puis tu as ton je suis à l'aise, fierté. en fait. Ouais. Okay. Mais qu'est-ce qu'on doit attendre de l'IA Act? C'est européen ou c'est... c'est européen, et ça va influencer, en tout cas, le monde occidental. Et qu'est-ce qu'on doit attendre? On doit attendre un cadre sur lequel on va pouvoir avancer sans que ce soit du sable mouvant. Après, je ne pense pas qu'il y ait des grosses annonces qu'on n'attend pas. Genre, ils vont pas interdire. Mais déjà, c'est en tout cas une dynamique qui est lancée, on se donne un cadre, tu vois, et c'est un cadre éthique.
c'est ça ? Exactement. Et c'est un cadre, en tout cas, RGPD, tu vois, où toi, ta liberté privée, elle sera respectée. Mais tu vois, ce matin, on avait un rendez-vous avec un aéroport français, gros, le 2e ou le 3e, et il nous dit, nous, on ne met pas encore en place tout ça parce qu'on sait qu'il n'y a pas de loi. Et donc, nous, on les rassure, etc. Mais... Un investissement costaud et une loi balayerait tout ça, donc pour l'instant, ils attendent. Mais il y a un potentiel qui est là, qui est inexploité. Exact. C'est ça qui est étonnant. Exact. Que ce soit sur les valises, les gens, plein de choses. Il y a les des gens milliards de caméras. Mais évidemment. Et il y a des milliards de caméras à hauteur Mais de c'est vidéo. que de la base de données, en fait. Enfin, c'est que du stockage, c'est pas de l'exploitation. Exactement. Elles sont regardées à 0,98%. C'est rien. Ouais. Et quand tu regardes, en plus, tu regardes 500 trucs, donc tu peux pas. Raconte-moi un exemple de... Parce que ceux qui nous écoutent sont plus ou moins au fait de l'IA et comprennent. Ouais. En revanche, tu dois vivre des moments assez marrants avec des boîtes qui ont des moyens énormes, qui réalisent, avec toi peut-être d'ailleurs, j'imagine, en séance. Mais attends, si on peut faire ça, on peut faire ça. Raconte-moi un peu des sessions de brainstorm que tu as pu faire, sans citer tes clients, mais des trucs où tu t'es dit, il se passe quelque chose et c'est assez fun de voir quelqu'un découvrir tout ça et essayer de voir si c'est possible, pas possible. Le premier meeting, à la fin du meeting, je récolte toujours les avis. Et ceux qui disent « Ouais, mais en fait, ta techno, elle est infinie », c'est qu'ils ont compris. Et en fait, c'est un peu mon objectif, c'est qu'ils le comprennent. Ouais, pas pour tout le monde. Et du coup, je trouve justement que d'interagir avec les clients me fait naître plein de cas d'usage. Donc, on va prendre, je sais pas qui tu penses, mais... La logistique, par exemple, ou je sais pas. On va prendre un très gros de la logistique sur des océans. Et tu vois, on se retrouve en brainstorm. Donc, nous, on arrive et on dit, voilà, notre technologie, c'est de la reconnaissance de pixels, de formes et de couleurs. Plus vous nous donnez d'images, de trucs que vous voulez reconnaître, plus... derrière, on les reconnaîtra. Oui, mais ça sert à quoi ? Je sais pas, moi, quand il y a un bateau qui arrive dans un port, est-ce que ça t'intéresse ? Oui, mais on le sait déjà, ça. Il y a la puce GPS. Ok, donc ça sert à rien. Par contre, est-ce que tu sais à quel moment il commence à décharger ? Ah non, ça c'est un prestat qui le déclare. Ok, nous, avec la caméra qu'il y a sur le bateau, on peut toujours dire à quel moment ça commence à décharger. Après, est-ce que tu peux me dire en temps réel, je lui dis, le nombre de colis qu'ils ont déchargés ou le nombre de conteneurs qu'ils ont déchargés ? Non, ça, on n'arrive pas à le savoir. Nous, on le suit en temps réel. Après, est-ce que tu peux dire où est-ce qu'ils les ont mis, ces conteneurs ? Est-ce qu'il y a des gens qui les ont ouverts ou pas ouverts ? Et dans quel camion ils sont repartis ? Ah non, pas toujours. Ça, c'est du déclaratif. Pareil, c'est de la vision. Tu peux arriver dans les gros du ferroviaire. Notre premier brainstorm avec les gros du ferroviaire, c'était qu'est-ce qui vous coûte de l'argent ? Donc là, ils te disent, les trains, l'entretien, ok, je ne peux pas faire quelque chose tout de suite. Non, mais dans les gares, tu vois, la vraie question, c'est toi, patron de la sûreté de bip, bip, bip. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais au-dessus de ta gare et que tu regardais ? Qu'est-ce que tu regarderais en premier ? Si tu avais un budget illimité et que tu avais des yeux que tu pouvais payer à des gens pour regarder. C'est ça, je dis souvent, tu te mets en haut d'un poteau, là, et tu mets plein de gens en haut de plein de poteaux, et tu veux qu'ils t'appellent pourquoi ? Les gens qui abandonnent leur bagage, c'est 80 millions d'euros à l'année de pertes, parce qu'on ferme les trucs, on paye le déminage et tout ça. Ok, donc bagage. Donc ça veut dire que tu veux quoi ? Tu veux que je détecte les bagages et que je détecte les gens, que je les lie ensemble, ceux qui arrivent ensemble, et dès qu'ils se délient, au bout d'un certain temps et d'une certaine distance, je t'alerte en temps réel. Ouais, et si tu peux me suivre la personne qui a abandonné le bagage, c'est encore mieux. Ah ouais, mais ça, c'est interdit. Alors attends, je peux suivre en non biométrique. Donc si je prends les couleurs de ses habits, exactement, là, j'arrive à le suivre. Et tu arrives à le suivre sur du multicaméra ? Ouais, pas beaucoup aujourd'hui, mais ouais, on va y arriver. Donc, au début, tu testes et tu te rends compte que le premier jour où tu essayes de faire ça, où tu as appris les bagages, ça t'a pris du temps, ça t'a pris beaucoup de choses, et que tu t'implémentes ça, il flotte ce jour-là. Il flotte, ça veut dire quoi à Paris ? À Paris, ça veut dire que tu as forcément 80% des gens qui ont un impair foncé, et avec tes visions caméra à 35 mètres au-dessus de la gare, des capteurs qui ont 10 piges, tu vois que dalle. Et au fur et à mesure, tu te rôdes. Donc tu dis, ok, donc si lui rentre là, c'est où que vous avez les alertes de bagages abandonnés ? Sous les panneaux de départ à 90%. Cool, on va réduire les erreurs. On se met sous les panneaux de départ. Comme ça, on commence à dire... Et on peut alerter quelqu'un en temps réel ? Oui, l'opérateur qui est en site toujours, ok. Donc on veut l'alerter en temps réel, tu vois ? Et de fil en aiguille, tu trouves la solution. Sans de plus gros investissements, tu arrives à être plus efficace avec la même chose. Mais à un moment, quand tu as fini tes POC, tu dis, en fait, là maintenant, ça marche à plus de 60% et ça vous aide ? Oui. On peut déployer alors ? Oui.
Et Voilà, bram, 40 après tu scales. Et puis les aéroports, et puis les métros, et puis ci, et puis ça. Et après tu dois structurer. Donc tu reprends des gens de ce secteur-là, tu leur dis vision monde, allez voir Amstrad aux US, etc., etc., et voyez ce qu'on peut faire. Et on en est dans ces questions-là. Qui prospecte ces gens-là? C'est toi ou tu as beaucoup d'appels entrants? Parce qu'on peut imaginer que tu as pas mal d'appels entrants, non? On n'a pas beaucoup d'appels entrants. Non. Et comment ça se fait? Parce qu'on on investit peut-être pas beaucoup en marketing, ou on investit peut-être pas encore, ou on est franco-français ou quoi. Mais alors, quand je dis on n'a pas beaucoup d'appels entrants, on doit avoir sur le site web une dizaine de demandes par semaine, et on doit avoir en appel réellement entrant peut-être une 5-7 par jour. Donc c'est pas énorme encore, tu vois. Moi, Ça c'est pas si mal. Après, je me mets par rapport à Equiden, tu vois, ça n'existe pas. Là, tu commences à avoir une base quand même significative, mais qui est loin de ce que ça pourrait donner. Là, je suis content en ce moment parce que tu sais, les intégrateurs et installateurs que j'expliquais qu'on formait tout à l'heure, ils commencent à nous faire venir des affaires sans qu'on en soit au courant. Hé les gars, je vous avais mis sur le devis de la ville de temps, elle a signé, donc là c'est go, faites-moi une facture pour 25 licences. Et t'as même pas eu à pitcher ton truc? Non. C'est étonnant. Donc ça commence à être stylé. De l'indirect, ça commence à être cool. Et pareil, après, genre sur un salon, tu vois, on revient de l'IC New York, là, c'est un truc sur la sécurité. On fait 3 jours à l'IC New York, c'est 50 litres par jour, dont déjà 3 devis envoyés. On est quoi là? On est mardi. On est mardi, ouais. Ça a fini vendredi soir. Donc, ça prend, c'est maintenant. Merci ChatGPT et OpenAI de faire parler de l'IA à ce point-là, parce que je pense que c'est en train d'ouvrir les voies maintenant. Et les conseils que tu donnerais aux patrons des grosses boîtes, sans être CAC 40, mais des grosses boîtes où tu sens de temps en temps qu'ils ne se posent pas les bonnes questions, tu as envie de leur dire quoi si tu étais toi-même le patron de... C'est difficile, mais je ne veux pas faire le petit con donneur de leçons, tu vois, mais en fait, l'IA, c'est tellement compliqué que c'est vrai que tu as plein de choses et ça peut agir partout. Mais moi, je pense que je leur dirais... qu'est-ce que je leur dirais? Putain, c'est compliqué comme question. Il faut des conseils pour se poser la question si oui ou non ils en ont besoin et peut-être un projet réussi, quoi. En fait, ce que je dirais aux grandes boîtes comme ça, c'est faites des POC, rendez-les publics, regardez les résultats, ne les laissez pas isolés dans une verticale, parce que ça nous est même arrivé à des gros groupes de revendre 2 fois la même chose à 2 verticales différentes. Donc tu vois, en fait, l'information, elle remonte pas assez de l'application des nouvelles technologies sur les métiers. C'est pas assez centralisé? Non, c'est trop siloté, et il y a trop d'écart entre tout en haut et les opérationnels. Et donc ce que je dirais, c'est trouver un moyen de recentrer toutes les innovations. Mais une innovation, c'est technique et technologique. C'est pas de l'innovation pour de l'innovation. Moi, souvent, on me dit, ouais, t'es encore une des boîtes qui fait de la vision par ordinateur. Ouais, mais moi, j'ai personne à côté de moi quand je réponds aux entreprises, tu vois, où j'ai une boîte israélienne qui se bat avec nous fort, qui est Briefcam, j'ai 1 ou 2 boîtes. J'ai pas beaucoup de concurrents, en fait, tu vois. Donc, peut-être recentraliser tout ça, arrêter de croire que les directeurs de l'innovation savent tout et vont tout faire en n'ayant aucun bagage technique. Et surtout, mettez les mains dedans, quoi. Mettez un budget POC, mettez les mains dedans et demandez aux codir les rétex d'époque. C'est quoi? Pourquoi? Et faites venir les startups et écoutez-les un petit peu sur ces rétex d'époque. J'ai l'impression d'avoir dit quelque chose de pas trop con. Très bien, je prends. Levée de fonds, 1,5 million en amorçage en 2020, 22 en 2023. Ouais. La prochaine, c'est pour quand? 800. 800 millions. Non, là, il faut que je monte mon ARR. Là. Donc, tu vois, on a un enjeu business, là. Ouais. Okay. En fait, l'annual recurring revenue, c'est sur cet indicateur-là qu'on est valorisé en édition de logiciel. Et on a fait 1 million l'année 1 du lancement du logiciel. On a fait 3 millions cette année. J'espère dépasser les 6-8 l'année prochaine. Enfin, voilà, on a une belle... La rentabilité, c'est un enjeu pour toi ou c'est pas vraiment le sujet? Je peux l'atteindre si je coupe la masse salariale. Moi, c'est con, mais ce que je dépense, c'est 85% de la masse salariale. Donc, si demain, je dis à 30 personnes de la tech, de ma BU Tech, bon, désolé, rupture conventionnelle, au revoir, c'est fini, je trouve la rentabilité. Mais c'est peut-être bête, parce que peut-être que, justement, on est au départ de la course, on a les poumons, on a le cardio, et qu'on est bien positionné, et on est des vrais entrepreneurs. Donc, je pense qu'on peut conquérir le marché. Donc, moi, ma recommandation, c'est de continuer à investir encore au moins 1 an ou 2, mais après, oui, atteindre la rentabilité le plus vite possible. Donc là, on n'est pas loin. L'année prochaine, on va perdre 1,5 million, 2 millions d'euros l'année prochaine. Cette année, on a perdu beaucoup. Bon, il faut avoir le cœur bien accroché, mais ça, tu le savais. Oui. Et je crois que tu l'as. On regarde un peu ta casquette de CEO. T'es un buvard, on le disait au début. Là, tu vois, quand je t'entends parler de j'ai créé un comité d'éthique, je trouve que tu parles de sujets qui sont relativement complexes, mais avec une certaine facilité. C'est quoi ta méthode pour apprendre aujourd'hui? Parce que
Tu dois apprendre sur un paquet de choses encore, même si tu as beaucoup de compétences. Je lis des livres. J'adore. De management, d'orga, de tech Plutôt de sciences humaines, de sciences technologiques. Et de temps en temps, je lis aussi de la philosophie. Mais je ne vais pas lire des conseils d'un entrepreneur ou la biographie d'un tel. Ça ne m'intéresse pas trop, ce qui a été fait. Tu vas chercher loin, du coup, les choses. Je veux comprendre comment on est fait. Moi, c'est ça qui me passionne. Et tu parlais d'épigénétique tout à l'heure. Je lis beaucoup sur la génétique. J'adore ça. C'est quoi la définition de l'épigénétique ? L'épigénétique ? Alors, la définition de l'épigénétique, en fait, c'est ton ADN. Et donc, du coup, c'est les messages que porte ton ADN. Et c'est comment, justement, tu es, on va dire, biologiquement programmé. Exactement. C'est ta clé, quoi. C'est ta clé web, tu vois. C'est comment tu es biologiquement programmé. C'est l'épigénétique. Et dans l'épigénétique, tu as 80% de tes gènes qui sont capables, attention, accroche-toi, donc sur 100% de ton message ADN, tu as 80% qui est capable de changer en 24 heures à 100%. Ça veut dire que tu crois être quelqu'un, d'une certaine manière, donc d'avoir une résistance à des maladies, d'être capable de surmonter du stress, d'être capable de plein de choses, alors que finalement, ce junk DNA, cet ADN qui change vite, tu peux toi le réorienter en fonction de plusieurs choses. Qui tu côtoies, ce que tu manges, ton exposition au stress, ton sport, ton activité, etc. Et donc, c'est assez marrant quand tu vois comment tu peux influer sur ton épigénétique, ensuite le reporter sur ton calendrier. C'est rigolo. Et donc, du coup, c'est... Tu viens de croire. Ouais, mais c'est un truc de fou. Lis des choses sur l'épigénétique. Je demanderai un petit conseil de lecture tout à l'heure. Comment les équipes sont organisées ? Je crois que vous avez des bureaux à l'international. Vous avez déjà mis un pied à Shenzhen, parce que tu connais le sujet. Où est-ce que vous avez des bureaux ailleurs ? On est à Dubaï, Espagne et New York. Ok. C'est des personnes qui sont là-bas, essentiellement pour du business, parce que le cœur est vraiment à Paris, voilà, et pour ouvrir les marchés. Comment on recrute les gens tech qui sont des gens très recherchés, très courtisés, à coups de gros chèques, et toi, tu arrives à en trouver quand même. Tu te débrouilles comment ? En fait, chez 22, l'avantage, c'est que tu n'es pas un numéro dans une chaîne de production algorithmique. Tu fais tout de A à Z, ou c'est ton copain à côté qui fait le début et toi, tu fais la suite. Donc, les ingénieurs et les docteurs qui rentrent chez 22, déjà, nous, on n'est pas en carence de profils. On a beaucoup de profils, justement, tech qui se proposent parce que, justement, on est une petite boîte à taille humaine et beaucoup plus ouvert et on se pose beaucoup de questions. Donc, eux, ils sont passionnés. Ils ne sont pas qu'un numéro, mais ils connaissent toute la chaîne. Et surtout, on a un point de vue éthique et on ne veut pas faire n'importe quoi et ça plaît beaucoup. Tu vois, on travaille pour... j'ai pas le droit de le dire, mais bon, bref. On travaille pour des gens qui... font le maintien de l'ordre. Et il y en a beaucoup. Oui, voilà. Et tu vois, ça m'arrive de temps en temps qu'à des entretiens d'embauche, je dise que c'est une grosse partie de notre chiffre d'affaires quand même, et que les personnes donc, disent non, quoi. Parce qu'ils ne veulent pas travailler pour ça. Alors, pour autant qu'on ne fait pas de rocofacial, pas de biométrie, pas de tout ça, tu vois. Mais non, moi, je ne veux pas travailler pour ça. Donc, on est aussi dans une population qui est les docteurs, les ingénieurs, où je recherche les atypiques. Je recherche les gens qui sont un peu contre le système, mais qui sont mathématiquement très poussés. Comme ça, ils ont des angles d'approche beaucoup plus artistiques et créatifs. Moi, je suis persuadé que la science est proche de l'art. Et donc, du coup, si tu n'as pas une part artistique quand tu es scientifique, je t'écoute moins. Tu vois. C'est pas naturel chez tout le monde, mais en tout cas, chez toi, ça se ressort, cette balance artistique / technologique. Et quels sont les ingrédients ? Parce que la culture est très forte. Il y a une notion de bande de potes, parce que c'est aussi la taille. Bon, elle commence à être un peu moins maîtrisable. Les ingrédients de cette culture 22, ils ressemblent à quoi ? Les marqueurs, un peu. Les marqueurs, c'est discret mais pas secret, partout et non visible. Ensuite, sois vrai et authentique, me trompe pas, parce que j'allais insulter, mais derrière, on est capable de venir fort et de te rentrer dedans. Pas peur. Si tout est sous contrôle, c'est que tu vas pas assez vite. On a parlé juste avant. On est pirate, c'est-à-dire que tu as le droit de tomber, tu as le droit de te faire mal, on vient te consoler quand tu as mal. Mais par contre, tu n'as pas le droit de pas essayer. Et j'ai envie de te dire, je sais pas, j'ai même du mal à l'expliquer. J'ai envie de te dire, essaye.
essaye, fais tout et bombarde et s'il te plaît, te pose pas des questions qui servent à rien, va direct à l'objectif et fais en sorte de propager du bien. Donc c'est bombarde et casse la porte, propage du bien, sois parano, parce que quand même tout ce qui se passe à côté, il faut que tu le vois. C'est de l'hypersensibilité. Un gros marqueur chez 22, c'est que tu n'as que des artistes hypersensibles. Enfin, je veux dire, dans la boîte, à chaque fois que tu parles à quelqu'un, il a un point de vue philosophique, c'est qu'on on est complexe. J'ai fait une boîte avec des gens qui ont un cœur et une mentalité complexe. C'est pas qu'une boîte de geeks, loin de là. Non. Ouais. Et canon. Merci pour ces éléments. On passe aux questions rapides, si ça te va. Merci. Toi, tu en as vu un paquet de boîtes et tu fais beaucoup de veille. Il y a une boîte que tu aurais aimé monter, que tu vois se développer et tu te dis, putain, celle-là, j'aurais bien aimé être dedans. Alors, il y avait Element AI à l'époque, mais ça a fait un carnage, qui était une boîte canadienne. UiPath. J'aime beaucoup UiPath, c'est de l'automation, du robot automation. Le truc, ça pèse 30 milliards au Nasdaq, c'est énorme. Et le gars qui a fait ça, je trouve qu'il est un peu pirate. J'aime beaucoup SpaceX, évidemment, et la galaxie Elon Musk, parce que je trouve que, pareil, ça franchit un peu des barrières. Et après, à ma taille, avec moins de côté suspect, un Palantir, tu vois, c'est des boîtes qui, je trouve, ont beaucoup d'avenir. Avec, pour le coup, des lignes éthiques peut-être pas les mêmes que les tiennes, non ? Justement, en tout cas, c'est ce qu'on dit. Je ne sais pas si c'est avec moins de côté sulfureux, tu vois, mais une boîte quand même, ils se mettent à la croisée des datas et pour demain, c'est une grande part. En fait, moi, j'ai les yeux, eux, ils ont tout le reste. Ils savent exploiter tout ça. Ouais. On ne voit pas beaucoup de fails dans ton parcours, mais il y en a un que tu pourrais me partager, un fail. Ouais, plein. 22 a été au tribunal en procédure de sauvegarde et j'ai failli la déposer 3 fois. Ah oui, on est passé à côté d'un gros sujet. Ok. Il y en a plein. Dans les premières années, dans les 15, 16, 17 dans les 3, 4, non. Alors, dans les premières années, j'avais beaucoup de sous. Donc, du coup, je réabondais, tout ça, il n'y avait pas de sujet. Mais c'est plutôt juste avant 2020. Là. Juste avant 2020, 2-3 fois, moi, je m'interdisais de remettre. Et parce qu'à un moment, sinon, ça devient un puits sans fond, tu vois. Et donc, du coup, non, j'allais me battre au tribunal. Mais tu uses de réseau, tu uses de plein de choses, en fait, pour essayer de lui dire, mais mec, je suis sur une AI, regarde, c'est en train d'exploser. Je suis pas trop mal constitué. Laisse-moi encore 6 mois. Je réduis un peu la voilure, si tu veux. Travailler, c'est faire et défaire. Donc, pour moi, c'est même pas du fail, tu vois. Alors oui, j'ai eu un énorme accident en 2019 où je me suis tout pété. J'ai bien cru que j'y retournerais pas parce que la vie était trop précieuse pour retourner être esclave de cette mission. Mais en fait, non, je continue. J'ai eu quoi ? C'est quoi mes fails encore ? J'en ai eu plein des fails, mais je les considère même pas en fait. Ouais, c'est juste des épreuves. Ouais. C'est pas plus des fails que ça. Ouais, et ça a autant de valeur que les réussites, entre guillemets. Et on pourrait en parler, que du côté fail, je suis désolé d'ailleurs de ne pas l'aborder, mais je trouve que c'est moins shiny et c'est moins sexy de parler que de ça. Mais oui, il y a eu plein d'échecs. Fabien, il m'a appris une phrase qui me reste dans ma tête et que j'applique pas toujours, c'est « apprends à fermer ta gueule ». Tu vois, ça c'est des gros fails, parce que j'avais dit une info à quelqu'un, je me suis fait défoncer par Fabien et... tu vois, il y a plein de fails partout, mais ils sont jamais avec beaucoup de conséquences parce que la valeur, je pense, de l'humanité, c'est de savoir courir pour rattraper ses erreurs. Et je cours vite. Je cours vite. T'en fais un paquet. T'es un père de famille, boulot, l'équilibre perso, pro, c'est du virtuel, c'est faisable quand Il n'y a pas en fait. Tu vois, j'ai un téléphone. Mon fiston me parle tout le temps de 22. À la maison, il y a du 22 de partout. Quand j'arrive au boulot, je fais beaucoup d'analogies et de comparaisons avec ma relation et mon couple dans la vie, tu vois. Donc, je parle beaucoup de ma femme, etc. Donc, tout est mélangé. Ouais. Et puis, ta femme t'a épousé en connaissant déjà 22, même si t'es pas le même. On s'est rencontrés au collège. Ouais. Donc elle me connaît, mais depuis le début. Quoi, donc. En revanche, comment tu cloisonnes un peu les choses et comment, déjà peut-être dans ton cerveau, mais tu as des routines, tu as des méthodes qui te permettent de tout mener de front et de ne pas péter en plein vol ? Ouais, il y en a une, c'est pas oublier ceux qui sont partis et que j'aimais. Mais même à mon âge, tu vois, pour soit des maladies, soit des accidents un peu graves. Et donc du coup, eux, ils sont plus là. Et moi, je suis là, déjà. Donc ta gueule, t'as pas le droit de te plaindre. Deuxièmement... Si ça marche pas, j'arrête. C'est simple. C'est-à-dire que quand tu fermes ton ordinateur le soir, en vrai, qu'est-ce qui te tient à part ce que tu penses croire à tout ce monde-là ? Rien.
Donc moi, je m'impose des fous rires le soir. Je me marre sur ce qui s'est passé la journée, parce que je me dis, on est vraiment des débiles, tu vois. Et puis là, je suis venu, j'ai traversé Paris avec mon T-Max, j'ai fait n'importe quoi. Ça me fait rire, en fait, c'est un jeu. Et je me rappelle ma mère qui me disait, William, putain, tu connais les règles. Joue avec, mais joue le jeu, bordel. Et donc, du coup, tu vois, je garde toujours ça en tête. Et après, j'ai mon sas de décompression. C'est le minuit 2h. Le minuit 2h, je suis sur ma terrasse, je regarde le ciel, je lis, je me documente, je regarde les réseaux sociaux, mais plutôt la partie culturelle. Et là, je me ressource, je regarde loin et j'essaie de construire la journée de demain. Et ça, c'est mes 2 Donc, heures. tu dors pas beaucoup. Non, bah ça, j'ai la chance. Et il y en a plein qui disent que ces 2 heures, là, tu vois, c'est comme de la méditation. Mais bon, je rentre pas en respiration ou quoi que ce soit. Juste, je me concentre sur des choses nouvelles que je dois apprendre. La chose dont tu es le plus fier aujourd'hui? Noah. Noah. Bon. Ouais. Un truc essentiel que tu aurais fait différemment si tu l'avais réalisé plus tôt? Ah, répète, un truc. Un truc essentiel, que tu aurais fait différemment si tu avais pu le réaliser, si tu l'avais compris plus tôt. En fait, c'est bête ce que je vais te dire, mais je pense que j'aurais fait des études. Ah. Ouais. Je pense que, tu vois, aujourd'hui, je parle beaucoup avec des polytechniciens, avec tout ça, et je me sens pas plus bête qu'eux. C'est juste qu'à l'époque, je connaissais pas et je voyais autre chose. Mais je pense que, tu vois, je ferais une école. Je ferais une grosse école qui me permettrait de gagner peut-être en vitesse d'exécution derrière. Après, j'aurais pas le côté entrepreneur, donc fait chier. Qu'est-ce que je regrette? En vrai, la vie, elle est trop belle. Si, un truc. Comme j'habitais dans une cité, ma mère, elle voulait pas que je sois avec les cancres au collège. Du coup, elle a mis allemand première langue. Et du coup, je parle pas très bien anglais. Alors aujourd'hui, je me démerde, tu vois, en anglais. J'arrive à faire des... Mais putain, je parle pas comme je devrais parler. Je pense que travailler plus à l'époque. Ouais. Mais ouais, j'aurais une dimension internationale beaucoup plus avec plus d'amplitude. Bon, c'est la prochaine étape. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as croisé et qui est pour toi une source d'inspiration, enfin une personne de l'écosystème, soit entrepreneurial, soit tech, mais qui t'a marqué comme rencontre? Ouais. J'en ai plusieurs. Le dernier qui m'a marqué, c'est Sylvain Duranton, le patron de BCG Gamma, ou X maintenant, qui est une machine de guerre, et je ne comprends pas comment il arrive à ranger ses classeurs dans ses immenses bibliothèques et de ressortir les sujets en fonction de ce que tu lui demandes. Je ne comprends pas. Lui, il m'a beaucoup impressionné. Et ensuite, j'ai été impressionné aussi par... tu sais, j'ai mes parents qui habitent au Sénégal et mon papa est né là-bas et tout ça. Donc, on a une grosse culture sénégalaise quand même à la maison. Et en tout cas, beaucoup de gens que j'ai croisés là-bas t'inspirent beaucoup. Tu vois, rien que sur la teranga, la terre de l'accueil. On mange tous dans le même plat, on n'a pas d'assiette, c'est pas individualiste. Personne dormira dehors là-bas, tu sauves toujours tout le monde. Et puis, ils le disent, hein, ce qui leur manque, c'est l'éducation. Donc, en fait, beaucoup de sages que j'ai croisés là-bas, dont un qui se faisait appeler Bob le Rasta et qui est un gars qui m'a fait changer mes lunettes de la vue sur le monde, tu vois. Et je regarde le monde avec beaucoup plus de distance et de bienveillance maintenant. Et puis quand tu n'y arrives pas, bah c'est pas grave, je t'en veux pas. Bon, la tête dans l'IA, mais les pieds bien dans le sol. Ouais, j'espère. Est-ce qu'il y a une personne dans le monde, peut-être IA ou tech ou entrepreneurial, que tu me recommanderais d'avoir à ce micro? Quelqu'un qui... Elon Musk, mon gars. Allez, t'es obligé d'aller le chercher, c'est tout ce qu'il a à dire, lui. Tu me mettras en contact, si ça t'ennuie pas. Quelques années. Ouais, t'as gagné pas mal d'argent. Tu t'es fait un petit craquage là que tu pourrais nous partager, un truc. Ouais, une caisse, forcément. Une caisse et des motos. Non, à l'époque, j'avais pris, tu sais, la première Tesla Model S P100D, là, qui bombardait, qui avait 880 chevaux. Et je l'ai atomisé, j'ai cassé 3 fois les moteurs, j'ai tordu la direction à 260 sur une compression. Enfin, j'en faisais n'importe quoi. Donc, les mecs de Tesla m'ont dit repasse chez Porsche parce que ça sert à rien, tu vois. Donc, je m'étais fait un craquage à plus de 200K à l'époque. Et puis j'ai fait des craquages aussi dans les bécanes. Je suis monté jusqu'à une quinzaine de motos, dont 3 motos de piste identiques, tu vois. Va chercher à comprendre. Ouais. Y a un conseil qu'on t'a donné qui s'est avéré utile jusqu'ici? Ouais. Tu parlais de ta maman tout à l'heure, faire et défaire, mais... Non, le plus beau, c'est quelqu'un que j'ai pas connu, qui a été mon grand-père, et qui est donc relaté par ma mère, que je me redis, et maman, si tu écoutes, ferme les yeux. Tout ce que tu vois, c'est à toi. Donc ça veut dire que tu vois rien, tu es dans le noir, donc arrête de croire qu'il y a des choses qui t'appartiennent. Tout passe, et tu seras personne quand tu seras parti. Le son du moment que tu pourrais écouter en boucle? Là, en ce moment, wavy, ou sinon, plutôt du rap en ce moment. J'ai ma dalle de rap un peu. Du wavy ou du... ouais, voilà, du wavy. Ça s'écrit W-A-I-V. C'est un petit rappeur, et j'aime bien ce qu'il dit, ses textes, sa manière de chanter, etc. Américain ou français? Français, ouais. Ok. Tu peux nous dire un truc sur toi que les gens seraient surpris d'apprendre? Oh putain, c'est dur, ça. Que les gens seraient surpris d'apprendre un truc sur moi. Je pleure souvent.
Oui. Ouais. Mais on sent une grande sensibilité. De toute façon. Tu sais que 2 fois, là, j'ai failli. Ah oui. Ouais. Et que ça me sert. Je l'ai ça me peut-être sert. senti. Ouais, une fois, je pense que tu l'as senti, tu m'as vu. Mais ouais, je pleure souvent. J'arrive plus à regarder des films avec des choses sur les enfants ou avec du stress ou quoi, j'arrive plus. Okay. C'est un trop petit dur. côté fleur de peau, peut-être. Ouais. Une habitude que tu essayes de prendre ou au contraire d'arrêter? Fumer le soir quand je regarde les étoiles. Et tu parlais de... Est-ce qu'il y a un bouquin que tu peux me recommander dans tout ce qui est bio, humain, qui pourrait permettre aux novices que je suis de commencer à toucher du doigt les concepts qui, toi, te fascinent dans pas loin de l'épigénétique et autres? Alors, je suis plus sur le cerveau, sur les bouquins. Alors, l'épigénétique, Joël de Ronet. Enfin, tu peux lire. Joël de Ronet écrit beaucoup sur l'épigénétique, etc. Donc ça, tu peux. D'ailleurs, ça s'appelle La Symphonie de la vie, le bouquin. Sinon, je conseillerais plutôt du Damasio. C'est un chercheur portugais qui parle sur le cerveau et commence par les neurones miroirs. Et sinon, ma Bible, c'est Guillemant, La route du temps. Waouh! La synchronicité, les hasards, la coïncidence non hasardeuse, que ton cerveau, dans ton inconscient, il dessine ce que tu vas acquérir plus tard dans le réel en pensant que c'est une coïncidence. Bon, tout un programme. Tu fais partie de ces gens qui pensent que le téléphone va peut-être disparaître un jour. Eh oui. Par quoi il sera remplacé, tu penses? Par rien. Il sera à l'intérieur de toi et tu pourras communiquer avec les autres de cette manière-là. On aura l'occasion de réentendre un nouveau Daft Punk un jour ou c'est mort? Je pense que c'est mort. Des IA le feront. Peut-être, tu as raison, facilement. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait avoir le même parcours que toi, ce serait lequel? Never give up, ma gueule. Je lui dirais, n'abandonne jamais. Fonce, 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 mais le fais pas aveuglément. Inspire-toi et apprends à lire les gens. Sois un paranoïaque et regarde toutes leurs petites mimiques, leurs ci, leurs ça, tout. Et analyse tout ça et fais-toi-en une vraie critique et avance. Ne cesse jamais d'avancer. Et ne crois pas que tu n'es pas autorisé accessoirement à y arriver parce que et puis, tu crois pas en n'adopte pas de posture. Sois authentique, parle avec ton cœur. Je comprends pas quand on joue un rôle. Merci William beaucoup, pour cet échange. C'était canon. Cool. On a eu des belles choses et j'espère à bientôt. On va suivre un peu l'avancée de 22 et de ton parcours. C'était cool. Merci beaucoup. Ciao. Merci, ciao.